Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review sur Les fourmis de Bernard Werber. Il s'agit du premier tome aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit du premier tome d'une trilogie et comme vous pouvez le constater au titre, l'histoire traite des fourmis. Grosso modo, les grandes lignes de l'histoire, on a différents points de vue. On a le point de vue des humains, plus spécifiquement de Jonathan, Lucie et leur fils, et ensuite des fourmis elles-mêmes. Et en fait, ces deux points de vue-là vont finir par se rejoindre à un certain moment. Et donc on jongle entre ces différents points de vue qui donc nous montrent à la fois le monde, l'histoire des humains, si on peut dire ça comme ça, et d'un autre côté celui des fourmis. Tout d'abord les grandes lignes du côté des humains, on va donc suivre Jonathan qui va emménager avec sa famille dans l'ancienne maison d'Edmund Wells, son oncle qui est décédé et qui a cédé sa maison à son neveu. Et il lui a laissé un petit message très particulier qui est de ne jamais aller dans la cave. Bien sûr, on se doute qu'à un moment ou un autre, Jonathan va aller dans cette cave et à partir de ce moment-là, des événements très étranges vont se dérouler. Du côté des fourmis, on suit une colonie de fourmis et plus précisément 3 fourmis qui appartiennent à cette colonie-là. On a le 317e, si je me rappelle bien, qui est un mâle sexué. On a la 56e qui est une femelle sexuée et la 133 millième, je sais pas combien, qui est une guerrière. Cette colonie s'appelle Belocan et c'est la colonie des fourmis rousses. Donc on va suivre un peu ce qu'il se passe dans cette colonie et surtout comment les 3 fourmis qu'on suit se comportent, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, je peux pas vous en dire trop sinon je vais juste vous spoiler, c'est pas du tout le but. Donc je vais d'abord donner mon avis très bref, sans spoiler. J'ai adoré ce roman, c'était la première fois que je lisais du Bernard Werber. C'est fascinant de voir en fait comment cette colonie de fourmis fonctionne et comment elle réfléchit, quels sont leurs différents stratagèmes de défense. Et en même temps, il y a le côté très instructif puisqu'il y a beaucoup de faits scientifiques vrais, vraiment véridiques dans ce bouquin qui nous sont fournis, que ce soit sur les fourmis ou sur d'autres insectes ou animaux. Notamment par exemple le cycle de reproduction, on en apprend énormément à la fois sur les fourmis mais également sur les grenouilles, les araignées et plein d'autres animaux, enfin vraiment les escargots, on apprend plein de choses et donc j'ai beaucoup aimé parce que à la fois je me suis divertie mais en même temps je me suis instruite. Et donc le fait qu'au-delà de simplement se divertir avec un roman mais qu'on puisse justement s'instruire en même temps, j'ai trouvé cette idée-là géniale. Et ça donne aussi en fait ce roman envie de se renseigner encore plus et vraiment de mieux comprendre certains insectes, notamment les fourmis. Et vraiment, pendant la lecture, ça nous incite, par exemple, à un moment il parle de... Je sais jamais comment on prononce, mais c'est une espèce de guêpe qui en gros se reproduit en injectant les œufs dans un corps vivant. Et c'est horrible parce que donc les œufs en fait se nourrissent de l'intérieur de l'hôte et après finissent par sortir. Enfin c'est horrible mais voilà, on apprend par exemple cette espèce là, je me suis dit est-ce que ça existe réellement? Parce que je trouvais ça assez pas farfelu mais terrifiant on va dire. Et donc ça nous mène à faire des recherches et quand on fait les recherches on se rend compte que oui ces espèces là existent réellement, que oui elles fonctionnent comme ça. Et donc on apprend plein de choses dans le roman et en plus à côté de ça on va se renseigner, apprendre encore plus d'éléments sur ces différents insectes ou espèces. Et moi j'ai adoré ça, enfin vraiment ce côté un peu actif à vouloir en savoir plus, vraiment c'est le roman qui me l'a donné parce que typiquement ce serait pas moi de moi-même qui aurait été faire des recherches sur les fourmis ou autres. Mais le roman en étant aussi intéressant et en donnant autant d'éléments nous donne envie justement d'aller vérifier et donc d'apprendre vraiment plein de choses. D'ailleurs, ce qui a fait que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et qu'elle a été très rapide, c'est la façon dont les parties, on va dire, sont divisées, puisque il n'y a pas vraiment de chapitre à proprement parler, mais il y a 4 parties. Et dans ces parties-là, on pourrait dire qu'on a des sous-parties ou des petits chapitres, puisque on a des paragraphes qui sont séparés par un saut de ligne. Et en fait, à chaque fois qu'on a un nouveau paragraphe, on a un nouveau point de vue. Et ces points de vue-là s'enchaînent énormément. C'est-à-dire qu'on peut avoir un paragraphe, donc un point de vue qui va durer 3 lignes comme 2 pages. Enfin, vraiment, ça s'enchaîne énormément.
Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur très régulièrement nous piège sur le moment et en fait relie les deux paragraphes, les deux points de vue avec la phrase de fin du premier paragraphe et la phrase de début du deuxième où on dirait qu'en fait les paragraphes se répondent entre eux. Je me suis beaucoup plus attachée aux fourmis parce que bizarrement elles avaient un côté beaucoup plus innocent que ce qu'on pourrait trouver par exemple chez les humains où vraiment on voit qu'il y a cet instinct de survie qui domine tout et où le but est vraiment de survivre mais également de faire survivre la colonie. Il y a vraiment une question de solidarité et de groupe. Quelque chose que dans notre société actuellement on pourrait regretter fortement puisqu'aujourd'hui on est de plus en plus dans une société très individualiste et pas du tout solidaire, on va pas du tout être à vivre dans un groupe de personnes et ensemble créer quelque chose loin de là. Et donc ça fait un peu réfléchir sur notre propre mode de vie au sein de notre société à nous. Puis sinon, que dire si ce n'est qu'il y a énormément d'actions, beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de péripéties tout au long du roman. On ne s'ennuie jamais, vraiment. C'est très fluide, il y a toujours des rebondissements. Maintenant pour la partie spoiler, j'ai quelques petites critiques à faire peut-être. Par exemple, donc là je vais vous parler des humains, donc Jonathan avec sa femme et les différentes équipes de pompiers et de gendarmes qui auront été envoyés dans la cave pour les retrouver sont en fait donc enfermés dans une sorte de temple, un très vieux temple qui avait été construit à je ne sais plus quelle époque. Et en fait, il y a des éléments par rapport à ça que je trouve un peu contestables. Par exemple, le fait que Jonathan soit parvenu aussi rapidement à construire des chemins au fin fond de la cave et à boucher d'ailleurs la potentielle sortie du temple. Déjà, il y a ce premier point-là où je me dis, niveau timing, je trouve ça assez étrange. Puis surtout, ça lui aura demandé quand même énormément de matériaux pour faire tout ça. Mais bon, c'est la magie du scénario, on va dire. Et le deuxième point, c'est le fait que les personnages donc emprisonnés dans ce temple avec Jonathan et sa famille aient accepté aussi facilement d'être enfermés, de se dire il n'y a plus moyen de sortir d'ici, on va finir notre vie ici. Alors d'un côté, je peux comprendre parce qu'il y a notamment un gendarme. Ce personnage-là, à la limite, je peux comprendre parce que, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça, justement, ça questionne sur notre mode de vie dans la société. Lui-même, on avait son point de vue où il montrait que c'était un homme qui se soumettait énormément, notamment à ses supérieurs hiérarchiques, parce qu'il disait toujours bah, soit j'ouvre ma gueule et je perds en gros mon boulot et je n'ai plus rien, soit je me soumets, je la boucle, mais au moins je survis dans cette société, grosso modo. Et donc lui, on pourrait comprendre qu'il accepte puisqu'il se retrouve dans un temple où il n'a plus d'ordre à recevoir de quiconque et en plus de ça, il a, entre guillemets, de la nourriture à volonté puisque il y a comment dire une sorte de coalition avec les fourmis qui leur fournissent de la nourriture, etc. Et ils communiquent entre eux grâce justement à un système qui a été créé par Edmund Wells, le fameux scientifique. Donc lui je peux comprendre puisque là d'un seul coup il se retrouve dans un endroit où il est libre d'être lui-même et il n'a pas d'impérieux derrière. Donc je comprends totalement, mais je pense aux autres, notamment certains gendarmes ou certains pompiers qui ont des familles. Je me dis, à partir de quel moment vous acceptez aussi facilement que vous vous retrouviez donc éloigné de vos familles que vous ne reverrez peut-être jamais, loin de vos professions, enfin... Vraiment, il n'y a plus de contact du tout avec quiconque, vous vous retrouvez enfermé du jour au lendemain comme ça. Enfin, je sais pas, je me dis qui réagirait aussi bien. Je trouve ça un peu simple, surtout comme ça a été présenté, et même quand justement Augusta, la grand-mère, ou l'arrière-grand-mère, grand-mère ou arrière-grand-mère de Jonathan arrive avec justement le meilleur ami d'Edmond et un professeur qui était plus ou moins copain avec Edmond, quand eux-mêmes ensuite arrivent dans le temple, qu'ils ont réussi à répondre aux devinettes pour se frayer un chemin et justement arriver dans ce temple, eux-mêmes, je trouve que leur réaction est assez surprenante et déroutante puisque au début ils sont un peu choqués mais très vite ils se disent ouais bon ça va ok. Quand Jonathan leur annonce que non il n'y a pas de retour en arrière, vous ne pourrez pas repartir, ça les choque pas tant que ça au final et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve un peu contestable parce que je me dis qui réagirait réellement comme ça
pas tout le monde, très peu de personnes. Je pense que quand même au début il y a un moment de panique. Après peut-être que cette panique-là viendra dans le tome 2, peut-être que justement la cohabitation entre les humains eux-mêmes va mal se passer. À voir. Par contre j'ai beaucoup aimé le cliffhanger à la fin du tome. Justement, il y a les enfants orphelins qui mettent le feu à la colonie et que les fourmis pensent que c'est les humains, eux, qui vivent dans le temple, qui ont fait ça, et donc on comprend que ça va être un peu la guerre entre eux. Bon. Et puis surtout, ça relance un peu l'histoire, parce que là, je me disais, mais qu'est-ce qui peut se passer de plus? Puisque les fourmis et eux s'entendent plutôt bien, enfin, à voir. Après, il y a plein d'éléments exploitables, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, je vais vous lire deux passages qui sont peut-être mes deux passages favoris du roman, plus pour la réflexion donnée et le côté un peu philosophique. Le premier extrait, il me semble que le deuxième aussi, oui, voilà, les deux viennent en fait de la fameuse encyclopédie que rédigeait Edmund Wells. Et donc le premier s'intitule Totalitarisme. Les fourmis intéressent les hommes car ils pensent qu'elles sont parvenues à créer un système totalitaire réussi. Il est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que dans la fourmilière, tout le monde travaille, tout le monde obéit, tout le monde est prêt à se sacrifier, tout le monde est pareil. Et pour l'instant, les systèmes totalitaires humains ont tous échoué. Alors on pense à copier l'insecte social. L'emblème de Napoléon n'était-il pas l'abeille? Les phéromones qui inondent la fourmilière d'une information globale, c'est la télévision planétaire d'aujourd'hui. L'homme croit qu'en offrant à tous ceux qu'il estime le meilleur, il débouchera un jour sur une humanité parfaite. Ce n'est pas le sens des choses. La nature, n'en déplaise à M. Darwin, n'évolue pas vers la suprématie des meilleurs, selon quels critères d'ailleurs. La nature puise sa force dans la diversité. Il lui faut des bons, des méchants, des fous, des désespérés, des sportifs, des grabataires, des bossus, des becs de lièvre, des gais, des tristes, des intelligents, des imbéciles, des égoïstes, des généreux, des petits, des grands, des noirs, des jaunes, des rouges, des blancs. Il en faut de toutes les religions, de toutes les philosophies, de tous les fanatismes, de toutes les sagesses. Le seul danger est que l'une, quelconque de ces espèces, soit éliminée par une autre. On a vu que les champs de maïs artificiellement conçus par les hommes et composés des frères jumeaux du meilleur épi, celui qui a besoin de moins d'eau, celui qui résiste le mieux au gel, celui qui donne les plus beaux grains, mouraient tous d'un coup à la moindre maladie, alors que les champs de maïs sauvages, composés de plusieurs souches différentes, ayant chacune leur spécificité, leurs faiblesses, leurs anomalies, arrivaient toujours à trouver une parade aux épidémies. La nature est l'uniformité et aime la diversité, c'est là peut-être que se reconnaît son génie. Ce passage-là m'a énormément marqué parce qu'il m'a fait penser justement au côté donc un peu de mimétisme qu'on peut retrouver dans la société avec beaucoup de personnes qui vont commencer à s'habiller pareil, penser pareil, faire les choses pareil, enfin. Et en même temps aussi le côté très individuel qui en fait ne peut pas matcher avec ça et qui en fait fait que l'individualisme des personnes vient en fait clasher avec ce mimétisme ambiant puisque ça colle pas les deux ensemble. Enfin, je vais pas rentrer dans un débat parce que c'est pas non plus le but de cette vidéo, mais en tout cas, je sais pas vous, mais ce passage-là, il fait réfléchir sur beaucoup de choses dans notre société. Et moi, il me fait relativiser sur pas mal de choses. Et je me dis, ce serait bien que les gens pensent comme ça aussi. Ce serait bien. L'harmonisation au sein de la population humaine n'est pas possible. Et si on essaye de le faire, si on force, ça va au contraire faire une cassure au sein de la société et qu'au contraire, la diversité est nécessaire au bien-être de la société. Et je vous lis le deuxième extrait que j'ai beaucoup aimé également. Donc là, le titre, c'est Squelette. Vaut-il mieux avoir le squelette à l'intérieur ou à l'extérieur du corps? Lorsque le squelette est à l'extérieur, il forme une carrosserie protectrice. La chair est à l'abri des dangers extérieurs, mais elle devient flasque et presque liquide. Et lorsqu'une pointe arrive à passer malgré toute la carapace, les dégâts sont irrémédiables. Lorsque le squelette ne forme qu'une barre mince et rigide à l'intérieur de la masse, la chair palpitante est exposée à toutes les agressions. Les blessures sont multiples et permanentes. Mais, justement, cette faiblesse apparente force le muscle à durcir et la fibre à résister. La chair évolue. J'ai vu des humains qui avaient forgé grâce à leur esprit des carapaces intellectuelles, les protégeant des contrariétés. Ils semblaient plus solides que la moyenne. Ils disaient « je m'en fous » et riaient de tout. Mais lorsqu'une contrariété arrivait à passer leur carapace, les dégâts étaient terribles. J'ai vu des humains souffrir de la moindre contrariété, du moindre effleurement. Mais leur esprit ne se fermait pas pour autant, ils restaient sensibles à tout et apprenaient de chaque agression. Encore une fois, un passage un peu philosophique. C'est juste pour vous montrer, voilà, ce passage. Peut-être, vous aussi, ça va vous
faire un peu réfléchir sur certaines choses. En tout cas, je trouve ces passages-là incroyables et il y a plein d'autres passages comme ça qui sont très fascinants ou du moins très intéressants à lire et sur lesquels on va un peu s'attarder et nous-mêmes réfléchir pendant quelques minutes. Je vais m'arrêter là pour mon avis, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Et puis le but c'est pas non plus de raconter toute l'histoire, mais voilà. Ce qui est à retenir c'est que ce roman se lit très vite, la plume est très fluide, très agréable à lire. Mais ce roman date tout de même de 1990-1991, mais il fait déjà écho à des faits de société très actuels. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que au-delà de juste me divertir, ce roman m'a instruit mais m'a également fait réfléchir et ça c'est rare, on va pas se mentir, qu'un roman fasse autant de choses en même temps. Et c'est pour ça qu'il m'a autant plu et autant marqué et que les points critiques que j'ai pu faire, au final c'est pas qu'il passe à la poubelle, mais au final ça devient superflu par rapport au reste qui est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment un coup de cœur. Je lirai le deuxième tome en juillet ou en août je pense, mais quoi qu'il en soit je vous le recommande très 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 fortement, c'est une pépite. C'est donc fini pour ce book review. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ce roman ou pas. Si vous l'avez lu, je serais très 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 intéressée d'avoir votre avis et de voir si ça vous a fait le même effet ou pas qu'à moi. Si vous ne l'avez pas lu, j'espère vous avoir convaincu de le lire parce que vraiment ça vaut le coup. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine review sur un autre livre. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. A très bientôt.